WaterGeeks et merci à vous qui êtes en ligne. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu on va vous présenter un peu c'est qui WaterGeeks, qu'est-ce qu'on fait, et on va surtout parler aussi d'intelligence artificielle et d'économie circulaire et des opportunités que ça représente pour l'industrie de l'eau. Alors, WaterGeeks, qui est derrière ça? Ben, c'est nous deux et c'est notre collègue Géraldine, qui n'est pas là aujourd'hui. Et en gros, on est une équipe multidisciplinaire. Donc on est trois femmes, mais souvent les gens disent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le secteur de l'eau, mais avec l'audience qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on vient de leur prouver le contraire. Peut-être pas en ligne, peut-être pas en ligne. Peut-être pas en ligne, mais en tout cas, ceux qui sont présents ici. Oui, quand même. 50-50, c'est très bien. Et donc on a un profil assez multidisciplinaire. Pour moi-même, j'ai une formation d'ingénieur mécanique, j'ai une maîtrise en développement durable, et depuis les 10 dernières années, je me spécialise plutôt dans tout ce qui est gestion des eaux. Pas spécialisée, mais de façon un peu plus macro. Et on a toutes les trois travaillé dans le domaine de l'eau. Isabelle, qui est à ma droite, évidemment. Elle a ta ninja. Oui, bah, je te laisse te présenter. Non, vas-y, je fais ça bien. Elle se spécialise dans tout ce qui est mégadonnées, intelligence artificielle, surtout appliquée au domaine environnemental et des énergies renouvelables. Et Géraldine, elle est spécialiste de tout ce qui est marketing, digital, e-commerce et gestion. Et on a toutes les trois travaillé de plus ou moins loin et plus ou moins longtemps dans l'industrie de l'eau. Et on a remarqué une problématique qui est en fait devenue notre opportunité d'exister. C'est qu'au sein de plusieurs sites industriels, comme par exemple des usines de traitement des eaux potables usées, il y a souvent des équipements qui traînent, qui n'est pas utilisé par l'usine en tant que telle, mais qui traîne là, qui accumule la poussière dans les entrepôts, mais qui est toujours fonctionnel, qui pourrait être utilisé ailleurs. Et ça se passe au niveau de l'industrie de l'eau, ça se passe dans d'autres industries évidemment. Et, mais par contre, on a aussi remarqué l'envers de la médaille, c'est que des fois, il y a des bris d'équipements qui causent des enjeux opérationnels, donc qui peuvent causer l'arrêt des opérations, surtout quand on a de l'infrastructure vieillissante ou des équipements vieillissants et qu'on n'a pas la pièce de rechange sous la main puis que l'équipement a été discontinué. Là, ça peut créer un arrêt des opérations qui peut se prolonger de façon non nécessaire, qui peut donc causer des nuisances à la population, etc. Donc là, on s'est dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire ici. D'un côté, on a des gens qui ont du surplus d'équipements qui n'en font rien, et de l'autre côté, on a des gens qui cherchent des pièces, soit en urgence, soit pour remplacer de l'équipement qui est rare, discontinu, qu'ils n'arrivent pas à trouver, ou pour des projets temporaires. Et donc, c'est là qu'est né WaterGeeks, formerly known as All Water Things. On s'est dit, on va créer une plateforme pour que ces gens-là puissent se parler, pour qu'ils puissent justement revaloriser l'équipement qu'ils ont, permettre une réutilisation, et ça s'inscrit dans une stratégie d'économie circulaire. Donc, ça représente une opportunité. Donc, notre vision, vraiment, c'est de faire, de catalyser l'adoption de stratégies d'économie circulaire pour un monde sans gaspillage. Donc, pas de gaspillage d'eau, pas de gaspillage de métal, pas de temps, pas d'argent. Et on vient utiliser la technologie et on met la communauté de pratique au cœur de nos solutions pour y arriver. Donc, juste pour vous donner un petit historique de comment l'idée est venue, qu'est-ce qu'on a fait depuis les derniers mois. Donc, on a eu notre idée à l'été dernier et on a commencé à faire un petit peu une étude de marché, des tests pour voir c'était quoi l'état des choses. Et là, on a décidé de s'inscrire dans une compétition d'innovation ouverte, en fait, la plus grande au monde selon Desjardins, qui s'appelle le Coopératon, qui se passe au Canada et en France, pour dire la vérité. Et ils ont plusieurs thématiques, donc la santé, l'éducation, les finances et l'environnement. Et donc, nous, on était inscrits dans la thématique environnement. Et on a été les grands gagnants de la compétition. Yeah! Et donc, on a aussi gagné un prix pour le meilleur projet d'impact environnemental de Hydro-Québec et un en français. Donc, on a gagné un prix de Desjardins, de Hydro-Québec et de la Fondation David Suzuki, ce qui nous a vraiment donné déjà une reconnaissance que notre projet avait un fort potentiel et vraiment le coup d'accélérateur dont on avait besoin pour mener notre projet, pour le propulser. Donc à partir de ce moment-là, on a décidé de s'inscrire dans des incubateurs de technologie, donc au Santec, qui est affilié à l'École des technologies supérieures à Montréal, à l'École des entrepreneurs du Québec, et aussi à NextAI ici, qui est un incubateur qui se spécialise en intelligence artificielle. Donc on bénéficie d'accompagnement pour justement propulser notre technologie, puis la commercialiser. Ensuite, on a aussi reçu un appui financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation
on a rejoint le conseil d'administration d'Ecotech Québec, qui est la grappe des technologies propres au Québec. Et on a lancé watergeeks.io, que vous êtes tous allés voir, j'espère, avant la présentation. Donc, c'est la version bêta pour l'instant de de notre site web qui existe. Et donc, elle est ouverte, puis évidemment, c'est en constante amélioration. Il y a des nouvelles features qui vont arriver, etc. Donc, ça, c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de qui Watergeeks, qu'est-ce qu'on a fait. Et là, pour le reste de la présentation, je vais vous parler un peu plus d'économie circulaire, des opportunités que ça représente pour l'industrie de l'eau. Ensuite, on va parler de la valorisation d'actifs dormants. Alors, quand je parle d'actifs dormants, c'est vraiment des équipements qui sont toujours fonctionnels et qui servent à rien, qui dorment dans un coin, vraiment, et qui peuvent être réutilisés à d'autres sites. Et ensuite, Isabelle va nous parler de comment l'intelligence artificielle peut venir catalyser l'adoption de stratégies d'économie circulaire dans l'industrie. Alors, je ne sais pas qui est familier ici avec l'économie circulaire. Ouais, il y a quelques personnes, quelques mains, puis je ne sais pas non plus dans les gens qui sont en ligne. Donc, juste pour être sûr qu'on parle tous le même langage, je vais vous lire une définition selon Récit Québec. Donc, l'économie circulaire se définit comme un système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, dans une logique circulaire, donc pas linéaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Donc, la deuxième partie est très importante aussi. Il faut qu'on fasse du bien, il faut qu'on se fasse du bien aussi. Donc, quand on parle d'économie circulaire, il y a quatre principes, qui sont les 3 RD qui sont assez courants. Donc, la réduction de la consommation des ressources à la source, réduire le plus possible notre consommation, réutiliser, donc, dans ce cas-ci des équipements le plus possible, recycler, chose que je pense que tout le monde fait ici, et valoriser des ressourses. Quelle est la différence entre réutiliser et recycler? Entre réutiliser et recycler? Alors, recycler, c'est par exemple... réutiliser, c'est par exemple... on avait un équipement... un bon exemple. C'est là dans les slides après. Dans les slides après, mais ouais, je vais quand même répondre à la question de Peter. On peut réutiliser avec une différente fonction. Donc, j'avais équipement A qui me servait à fonction X, et là, je le réutilise au sein d'une autre industrie, mais j'ai une autre fonction. Le recyclage, c'est vraiment, j'ai une feuille de papier, je la mets au recyclage, il y a des procédés pour transformer cette matière-là, et ensuite, ça va devenir, je sais pas, du papier de toilette. Et ensuite, on parle aussi de stratégie d'économie circulaire, et il y en a plusieurs. La première, c'est l'économie de fonctionnalité. Et ça, c'est vraiment de valoriser un service plutôt qu'un bien. Et un exemple de ça, c'est, vous connaissez tous les pneus Michelin, par exemple. Eux, il y a quelques années, ils ont décidé, au lieu, pour leur programme de poids lourds, donc les camions, au lieu de vendre des pneus, ils vendent le service. Donc, après un certain nombre de kilomètres, les pneus reviennent chez Michelin, ils font un entretien, et ça permet de prolonger la durée de vie du pneu par 2,5, et ça permet aussi de réduire la consommation d'essence et les émissions de gaz à effet de serre. Et, on a aussi donc l'économie de partage. Ça, vous êtes probablement familier avec les systèmes comme Car2Go ou Communauto, où on a un véhicule qui est partagé entre plusieurs utilisateurs. Ça permet de réduire la production de matières premières, donc la production de véhicules. Le réusinage et le reconditionnement, ça on va en parler davantage tout à l'heure, et la récupération d'actifs s'inscrit là-dedans. Ensuite, on a ce qui s'appelle la symbiose industrielle. Ça, c'est quand on a plusieurs entreprises qui sont les unes à côté des autres dans un emplacement géographique, et les extrants d'une usine deviennent les intrants d'une autre usine. Alors, je vous donne un exemple. Vous connaissez peut-être les jus de fruits de marque Doop. Eux, ils prennent les fruits et légumes qui sont plus bons pour vendre en épicerie, ils les transforment en jus, et ensuite la pulpe qui sort de leur procédé, ils vont la redonner à une fabrique de croquettes pour chiens. Donc, on vient vraiment maximiser toute la chaîne alimentaire à ce niveau-là. Et ensuite, bon, on a le recyclage, que vous connaissez tous, c'est bien. Donc, l'économie circulaire, c'est plus qu'une urgence climatique, c'est plus qu'un buzzword, c'est vraiment un levier de croissance économique. Il y a plusieurs études qui ont été faites en Europe, particulièrement, où on a vu que les occasions d'affaires circulaires, particulièrement dans le domaine des pâtes et papiers, pouvaient générer jusqu'à 240 millions d'euros par année. Et aussi que l'économie de fonctionnalité et de reconditionnement pouvait aller générer jusqu'à 450 millions d'euros. En plus de ça, ça peut être aussi une stratégie d'affaires et de progrès social. Là encore une fois, c'est une étude qui a eu lieu au Royaume-Uni, dans le domaine de l'électronique, où ils ont pu venir baisser les coûts de production de 34%, doubler les emplois,
réduire les coûts d'approvisionnement de 70% et même réduire le prix de vente de 20%. Donc ça a même un impact sur nous, les consommateurs, ce qui est vraiment non négligeable. Donc, en fait, tout le monde est gagnant au final. Dans l'industrie de l'eau, il y a déjà des pratiques d'économie circulaire qui se font, et je pense que vous pouvez même les nommer sans regarder le tableau, mais déjà, juste au niveau de la ressource, on peut réutiliser l'eau en boucle, en circuit fermé, ou l'utiliser en cascade avec des eaux de qualité différentes pour diverses applications, comme l'agriculture ou les eaux industrielles, etc. Au niveau des boues, au niveau des eaux usées, on peut prendre les boues pour en faire de l'engrais ou alors aller récupérer les métaux. Puis au niveau des eaux usées, on peut aussi faire de la production de biogaz ou récupérer l'énergie thermique des égouts pour aller alimenter des bâtiments avoisinants en électricité ou en chauffage. Mais on parle moins, dans l'industrie de l'eau, on parle moins d'économie circulaire, on parle moins de valorisation d'équipements quand on pense à l'économie circulaire. Donc ça représente quand même une opportunité qui est vraiment moins exploitée dans cette industrie. Donc quand on parle de valorisation d'actifs dormants, on parle vraiment de venir maximiser la valeur d'un actif qui est inutilisé ou en fin de cycle grâce à une réutilisation de cet équipement-là. Donc, nous, on s'est dit, OK, on avait constaté qu'il y avait quelques usines avec lesquelles on parlait au cours de notre expérience de travail, qu'il y avait des équipements qui traînaient, mais on s'est dit, OK, est-ce que c'est juste une coïncidence? Il y en a quelques-unes ici, à droite, à gauche, ou est-ce que c'est vraiment comme un problème qui est généralisé? Donc, on a décidé de faire un sondage auprès de plusieurs stations de traitement des eaux usées, des stations d'épuration et des traitements d'eau potable au Canada et aux États-Unis. Et les résultats sont assez parlants. 85% des répondants ont dit que oui, ils ont de l'équipement qui est inutilisé, avec lequel ils font rien au sein de leur société. Donc là, on leur a demandé, mais comment est-ce que vous gérez cet inventaire? Et encore une fois, la réponse la plus... 70% des répondants ont dit, ben, on n'en fait rien. Ou alors, on l'envoie à la cour à scrap. On n'est pas contente, mais on a dit, ok, mais pourquoi est-ce que ces équipements-là, surtout d'inventaire, est géré de telle façon à votre usine? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vous ai copié quelques réponses, et je vais les traduire. Quelques réponses qui, je trouve, sont assez parlantes, qui représentent pas mal la problématique. Donc, c'est plus facile de rien faire. Ou alors, on est paresseux, ou personne ne veut prendre la responsabilité pour instaurer un changement au niveau de l'administration ou des procédures. Personne n'est assez passionné pour s'occuper du surplus. Ou alors, les décideurs ne sont pas présents sur le terrain et il y a un disconnect de réalité entre ceux qui prennent des décisions et ceux qui opèrent. En plus de ça, on s'est rendu compte que la plupart des gens, en fait, c'est pas leur cœur de métier, donc ils n'ont juste pas le temps, pas les ressources nécessaires pour venir s'occuper du surplus d'équipement. Eux, ils ont d'autres urgences à gérer au quotidien, donc c'est peut-être pas, c'est pas un réflexe de venir instaurer des pratiques d'économie circulaire. Et donc, on a conclu un peu que quand les choses sont un peu plus difficiles, quand il y a des barrières, quand c'est long, les gens ne vont pas nécessairement avoir le réflexe de s'embarquer dans ce genre d'activité. Et donc c'est là que l'intelligence artificielle et qu'Isabelle entrent en jeu pour nous dire comment est-ce qu'on peut abaisser ces barrières, comment est-ce qu'on peut par exemple automatiser les processus pour que ça devienne tellement facile qu'au sein des industries, des commerces, des municipalités, on peut venir adopter des méthodes d'économie circulaire comme nous, vous et moi, on le fait. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous avaient déjà vendu un sofa ou une chaise sur Kijiji. C'est quelque chose de vraiment facile, c'est quelque chose qu'on fait tous. Ben, on voudrait que ça se fasse aussi au sein des entreprises et des commerces. Donc, je vais laisser Isabelle vous parler plus longuement de l'intelligence artificielle. Merci, Nadia. Avant de commencer, je fais un disclaimer. C'est que je suis vraiment passionnée d'intelligence artificielle et de données. Puis des fois, j'en parle, puis je m'étale, puis je deviens plate, puis je ne m'en rends pas compte. Nadia m'a fait promettre aujourd'hui de ne pas vous endormir. Donc, je ne demandais pas de joke plate. Je ne pas plate. Bon, mais bon. Pour parcourir l'exemple de l'application de l'intelligence artificielle, on va prendre un cas d'étude. Et c'est un cas réel, quelque chose qu'on a vraiment observé. Donc, c'est l'exemple de Julie qui opère une station de traitement en Ohio et qui vient de faire une mise à jour de son système de filtration UV. Donc, elle a des spare parts, des pièces qu'elle ne va plus utiliser, dont elle n'a plus besoin. Puis, elle a réalisé qu'il pourrait avoir des municipalités, d'autres plus petites municipalités qui pourraient en avoir besoin. Fait qu'elle les a mis en ligne, elle les a postées dans un groupe d'opérateurs Facebook. Ça, c'est comme toutes les pièces qu'elle avait. Puis, ça a donné justement qu'il y avait dans le groupe Bob, qui est aussi en Ohio, qui a justement un système Trojan UV3000 dans l'ancienne version, puis qui était à la recherche de pièces. Puis c'est particulier parce que le Trojan 3000 était discontinué en Ohio.
Fait que lui cherchait des pièces, puis on n'en avait pas. Et là, ça a juste donné que c'était un bon timing, puis ils ont procédé à l'échange de pièces. Ce qui est intéressant, c'est que Julie, elle a fait le processus de se dire que je vais mettre mes équipements en disponibilité. Mais comme je te disais, Julie n'est pas de cas typique. Donc, ça, c'est juste pour revenir sur les types de barrières qu'on a, puis comment l'intelligence artificielle va aider ça. Comme la grande majorité des gens, ils manquent d'incitatifs pour mettre leur équipement à disponibilité. Puis, c'est parce qu'ils n'ont pas de raison de vendre, ils n'en voient pas la valeur. Puis, quand on parle de valeur, ça peut être la valeur financière, ça peut aussi être la valeur environnementale. Ils ne réalisent pas qu'il y a un coût environnemental à laisser des pièces traîner pendant qu'on fabrique de nouvelles et qu'on continue d'en acheter. Ou ça peut être la valeur émotionnelle, comme des fois on ne réalise pas qu'on a quelque chose dont quelqu'un peut avoir besoin, puis on s'en sert plus. Alors l'entraide est très présente dans la communauté de pratique. Donc il y a différents types de valeurs qu'on ne perçoit pas dans le manque d'incitatifs. Puis au niveau du temps et de ressources aussi, comme on parlait tantôt, on disait que c'est long à faire, puis c'est vrai que c'est long à faire. C'est long au niveau du tri. Comme Julie, elle a eu la chance, elle a comme une dizaine de spare parts qu'elle a publiées. Mais comme des entrepôts dans les stations de traitement, c'est beaucoup d'équipements. Puis de prendre le temps de trier, de prendre des photos, de mettre en ligne. Souvent, tu dois mettre en ligne un item par item. C'est long. Puis c'est pas le cœur de métier des gens. Ils veulent pas s'en occuper. Ils ont raison, c'est long. Ça peut être long pour la personne qui cherche de l'équipement aussi de trouver la bonne pièce. Déjà, tu ne sais pas où chercher. Comme Bob a eu la chance, de venir le trouver dans son groupe Facebook. Mais des fois, tu ne sais juste pas où commencer pour trouver l'équipement dont tu as besoin. Et il faut comprendre le temps d'évaluer la compatibilité avec ton système plutôt que c'est long pour les gens qui cherchent aussi. Puis c'est un autre endroit qui prend du temps, puis des ressources, c'est les gens qui veulent donner des fois, qui ont déjà fait le chemin de vouloir rendre disponible, souvent ils sont dans le genre. C'est-à-dire comme, ok, tout ça doit partir demain. Comme un cas intéressant qu'on avait, c'est l'université McGill, ils opèrent une station, c'est une mini-usine de traitement d'eau, puis ils devaient se débarrasser de leur équipement. Puis c'était vraiment à donner. Ils avaient 48 heures pour le donner, puis ils n'ont pas trouvé preneur, je pense, finalement. Je ne sais pas si, non, je pense qu'ils s'en sont débarrassés. En fait, il y a plusieurs personnes à qui on a parlé qui auraient aimé avoir cette occasion d'acheter, mais comme c'était 48 heures, ils n'ont pas eu le temps de se retourner assez vite pour aller chercher l'équipement, ou ils l'ont su par après. C'est ça. Fait il y a un problème aussi à ce niveau-là. Fait on engrange au niveau du temps, des ressources, de l'effort que ça prend. Puis, oups, que c'est pas resté. Merci. Je vous ai représenté ces barrières-là dans le processus. Donc, ça, c'est comme le processus de la personne qui achète. On prend une décision de vendre, on met en ligne, on vend, ou on décide de chercher, de trouver, on décide d'acheter, puis on achète, puis on reçoit la pièce. Donc, pour la décision de vente, on a un manque d'incitatif. Pour la mise en ligne, manque de temps, de ressources. Pour chercher et trouver, c'est difficile. Il faut un effort pour ça. Puis pour acheter, ça prend du temps aussi parce qu'il faut comparer tout ce qui est disponible, évaluer la compatibilité de tout ça. Puis c'est à chacun de ces niveaux que l'intelligence artificielle va venir aider. Donc, nous, par exemple, ça, c'est qu'est-ce que nous on fait chez Lovegeeks pour aider à lever ces barrières-là. Donc, au niveau de la décision de vendre, on a un estimateur de prix. Je vais vous en parler plus après. Donc, lui permet de savoir c'est quoi la valeur des actifs que j'ai, comme sur combien d'argent je repose, si je ne sais pas. On aide à faire de la mise en ligne, mais à partir de vision par ordinateur. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller faire élément par élément, identifier c'est quoi. C'est une mise en ligne automatique à partir de la reconnaissance d'objets. On fait du jumelage prédictif entre ceux qui cherchent l'équipement et ceux qui en ont. Puis je vais aussi vous en parler plus en détail tantôt. Puis on fait de la recherche par langage naturel, c'est-à-dire au lieu de chercher un équipement spécifique, tu peux juste dire, oh, je cherche l'équipement compatible avec mon UV3 Trojan 3000. Puis là, il y a une traduction qui va te proposer, qui traduit ça en caractéristiques techniques qui peut te proposer de l'équipement. Ça, c'est ce que nous, on a en termes d'intelligence artificielle dans notre plan de route. Et juste pour le langage aussi, avant de m'étaler sur tout ce qu'on fait en détail, puis de vous endormir. Donc, l'intelligence artificielle,
De façon générale, on parle de l'ensemble des techniques qui permettent aux ordinateurs d'effectuer des tâches qui sont généralement associées aux personnes, à l'intelligence humaine. Donc, parler, anticiper, prédire, apprendre, ça fait partie de tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. À l'intérieur de l'intelligence artificielle, on a le machine learning. Donc, ça, parce que vraiment, c'est toutes les techniques où on apprend. Comme on programme, c'est contrairement à la programmation classique qui est déterministe, comme on programme un algorithme qui est capable d'apprendre à partir de données puis de s'améliorer. Donc, ça, c'est le machine learning. Puis, à l'intérieur du machine learning, tout ce qui fait le buzz de l'intelligence artificielle maintenant, c'est le deep learning. Donc, ça, c'est l'utilisation des réseaux de neurones pour faire le machine learning. Fait que ça, c'est le contexte de l'intelligence artificielle. Puis, il y a plusieurs domaines à l'intelligence artificielle, donc machine learning, traitement de langage naturel, le langage, la génération de texte, la vision par ordinateur. Comme c'est vraiment large, ça couvre beaucoup de choses, l'intelligence artificielle. Puis, on touche aussi à beaucoup de choses dans tout ça. Bon. Là, je vous parle plus en détail de qu'est-ce qu'on a en cours maintenant. Bon, l'estimateur de prix, celui qui fait la prédiction de prix, comment ça fonctionne, c'est vraiment simple en fait. Donc, c'est un scan, on prend son téléphone, on se promène dans son entrepôt, on prend un scan, on scanne le numéro de série ou le code barre ou bientôt la photo pour faire une reconnaissance par modèle, par photo, une reconnaissance d'objet. Puis tout de suite, ça nous donne un estimé de la valeur de l'article qu'on a. Fait que ça, c'est vraiment rapide parce qu'on se promène, on scanne 1000, 2000, 3000, mon entrepôt vaut 10 000 $, ou plus que ça. Ça agit comme incitatif pour les gens, pour comme passer à l'action. Puis une fois qu'on a estimé un prix, on peut affiner la valeur. Donc ça tient compte de l'historique de transactions qui s'est passé sur le marché. Donc on a quand même des données sur le marché de seconde main depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on est capable d'utiliser ces données-là pour prédire un prix. Puis c'est de la prédiction de prix, c'est pas juste une statistique parce que on n'a pas nécessairement un article similaire qui a été vendu. Fait qu'il faut comprendre c'est quoi les paramètres qui influencent le coût d'un article. Puis on ne peut pas mettre de formule mathématique dessus, mais parce qu'on a beaucoup de données, on peut trouver une tendance et laisser l'algorithme apprendre. Fait que ça, c'est la partie machine learning pour la prédiction de prix. On fait aussi du jumelage prédictif dont je vous en ai parlé tantôt. Donc, c'est anticiper qui a besoin de quoi, puis qui a quoi. Et ça fonctionne aussi simplement que notre on fait un scan sur l'article qu'on veut, ça détecte, ça identifie, puis ça nous propose autour de nous qui peut avoir l'article qu'on a. Parce que si on cherche à acheter, on voudrait savoir quelle est l'usine à côté de moi qui pourrait avoir cet article, donc c'est en mode proactif. Ou si on cherche à vendre en 48 heures, comme qui sont les usines autour de moi qui pourraient avoir besoin de cet article. Au lieu de faire une annonce bien générale, on peut cibler spécifiquement des gens qui, en sauve du temps, ça va beaucoup plus vite. Et ça peut tout simplement dire qu'il y a de l'équipement compatible. Même si ce n'est pas de l'équipement exact, c'est de l'équipement compatible. Puis c'est en un scan. Et pourquoi ça fonctionne, ce matchmaking, ça fonctionne parce qu'on a beaucoup de données ouvertes, dont le gouvernement publie des bases de données pour savoir quelle technologie installer, quelle technologie installer, quel équipement installer. Comme d'habitude, on utilise l'intelligence humaine, c'est ceux qui vendent des équipements savent qui a quoi, mais sur une plus grande base, sur une mise à l'échelle, on utilise les données ouvertes pour le faire. Donc, un exemple de données ouvertes qu'on utilise, ça, c'est une base de données du gouvernement du Québec. Donc, ça, c'est le répertoire des installations municipales d'eau potable. On a la même chose pour l'eau usée. Puis, ça indique la technologie qui est utilisée. Donc, on sait qui fait de la filtration aux UV ou qui fait de la chloration. Fait que ça donne une première information sur quelle usine est compatible avec quelle autre usine. Ensuite, nous autres, on s'en va chercher dans le système d'appel d'offres du Québec. Entre autres, on a d'autres sources aussi. Puis dans le système d'appel d'offres du Québec, on est capable de scanner les documents puis de voir comme cette usine ici, je pense que c'est Longueuil. C'est Laval. Oh, c'est en bas. Ville de Laval. Donc, c'est la ville de Laval qui fait un appel d'offres pour un système de désinfection d'eau de Marc Trochon. Fait que ça nous permet de savoir c'est quoi l'équipement qui est installé. On peut comme ça aller plus en détail puis constituer une base de données. Finalement, on centralise l'information sur tout l'équipement qui est disponible.
Donc, ça, c'est des données ouvertes qu'on utilise. Puis, en mode proactif aussi, on utilise l'information sur les plans d'entretien, les plans d'intervention et les plans de rénovation. Ça nous permet de savoir en avance quel matériel serait disponible à quel moment. Donc, ça, par exemple, c'est le plan d'intervention de la Ville de Montréal, 2016 en 2021. Ils ont planifié les interventions sur le réseau d'eau en mettant les priorités. Fait que c'est possible de savoir, OK, tel endroit qui utilise tel type d'équipement, l'équipement sera disponible ou ils auront besoin de nouvel équipement en 2020. Fait que ça, c'est aussi une utilisation des données ouvertes et de l'intelligence artificielle pour accélérer les processus de valorisation des actifs. Donc, en termes de recherche, donc ça, c'est les deux éléments principaux sur lesquels on est concentré maintenant. Puis le niveau d'avancement auquel on est, c'est qu'on a des algorithmes de base, donc qui sont capables d'apprendre, puis là, on est en train de les entraîner. Pour les entraîner, ça fait qu'on doit collecter beaucoup de données. Donc, on est en collecte de données, donc différentes bases de données des équipements, comme on parlait tantôt, pour pouvoir en un scan identifier l'équipement. Ça nous prend une base de données avec les équipements. Donc, ça, c'est des partenariats avec les manufacturiers, mais aussi juste de l'échantillonnage dans les laboratoires, dans les stations, dans les usines. Base de données d'historique de transactions. Donc, ça, c'est du web scraping, puis c'est des partenariats avec les autres sites sur lesquels on revend le second main. Puis, base de données des installations et des technologies. Donc, ça, c'est une partie au niveau AI. Au niveau environnement aussi, on est en train de travailler. On a un partenariat avec le LIRID à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un laboratoire qui fait des analyses de cycle de vie. Puis, avec eux, ce qu'on veut, c'est quantifier l'impact environnemental qui est lié à la revalorisation. Donc, pour chaque transaction, ça agit comme un incitatif. On veut que les gens soient conscients qu'ils économisent de l'impact environnemental et qu'ils peuvent être récompensés pour ça. Puis l'idée à long terme, c'est de pouvoir faire des certifications carbone liées à la réutilisation d'équipements. Est-ce que je vous endorme ou ça va encore? Oui, yeah. Bon, je laisse ma donc, juste pour faire un peu le wrap-up de tout ça, donc nous, WaterGeeks, on est quoi? On est une solution B2B. C'est quoi B2B? Business. Oui, business to business. À l'opposé de business to consumer, donc c'est du jargon que moi aussi j'ai appris il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques années. Donc c'est vraiment, on a des solutions pour un commerce à un autre commerce, ou dans ce cas-là, une municipalité à une autre municipalité. Et on vise le développement durable en utilisant l'intelligence artificielle pour venir valoriser des actifs dormants, tout en mesurant l'impact environnemental. Donc, en gros, c'est ça qu'on fait. Et les messages clés que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est que l'économie circulaire, c'est l'affaire de tous. C'est pas juste un buzzword. Ça permet de réaliser des nouvelles occasions d'affaires et ça s'inscrit dans les bonnes pratiques de gouvernance, qui est aussi une des missions du Centre. Donc, voilà.